Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente, je l'ai fait tout à l'heure rapidement, mais je suis Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Je vais souligner la présence de quelques personnes là, dans la salle ce soir. Entre autres, les membres du conseil d'administration, les 6 membres du conseil d'administration, Denis Paul, Bernard Poirier, Hugo Chouinard, ici à ma gauche. On a Lucie Roy et Michel Turcotte, que je vois ici, oui, bien sûr. J'étudie Bernard Poirier, oui. On a aussi Francine Trudel qui était à la porte à l'entrée. Alors, donc, nous sommes les 7 bénévoles du conseil d'administration de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, je vous explique rapidement notre organisme parce que je vois plein de nouveaux et nouvelles personnes dans la salle. Alors, c'est important pour nous de vous dire qui nous sommes. Alors, nous sommes un organisme reconnu par la Ville de Québec qui existe depuis 2004. Nous avons donc été créés en 2004, il y a 20 ans et un petit peu plus. Et notre objectif, en gros, c'est de conserver des documents anciens, des photos, des objets, des documents écrits, conserver des histoires que les gens nous racontent. On classe ça, on conserve ça, on a des index pour trouver tout ce qu'on classe et ce qu'on acquiert à la Société d'histoire. Notre objectif est aussi de diffuser, de communiquer l'histoire locale, ce que l'on fait de plus en plus depuis 20 ans maintenant. L'histoire se diffusait auparavant, mais on le fait d'une manière plus active et plus organisée depuis 2004. On a un local donc, qui se trouve sur la rue Racine à Loretteville, donc au rez-de-chaussée de la bibliothèque Christine Brouillet, donc qui est ouvert le mercredi après-midi de 13h à 16h. Il y a toujours un ou une bénévole qui est présent sur place les mercredis après-midi pour vous guider dans vos recherches. Juste pour vous dire, là, Francine, Hugo, aidez-moi, on a à peu près 350 donateurs différents, plus ou moins, qui nous ont donné une petite chose ou des tonnes de choses à travers le temps. Tout ça est classé dans des boîtes et on est en train de tout numériser, ce qui est un travail gigantesque. On doit avoir 15 à 20 000 photos anciennes, je ne me trompe pas en estimant ça. Donc, de tous les secteurs de la Haute-Saint-Charles, là, autant de Saint-Émile, de Loretteville, de Val-Bélair, de Neuchâtel et du Lac-Saint-Charles. Donc, on a beaucoup de choses. Il m'arrive encore, là, après plus de 15 ans au conseil d'administration, de voir une photo que je n'avais jamais vue encore, ou de savoir qu'on a un document et de jamais l'avoir vu ou lu. Alors, ce qui est une tonne d'informations qu'on rend disponible pour vous, les membres, ou pour vous, les citoyens de l'arrondissement. Si vous devenez membre, vous avez des accès privilégiés. Mais si vous êtes citoyen, vous pouvez aussi venir nous poser des questions à notre local. Ça nous fait toujours plaisir. C'est notre mission. Comme vous avez vu à l'arrière, on a publié un livre en 2019 de 200 photos anciennes de notre territoire. Donc, on en avait apporté quelques-uns ce soir, mais ils sont tous partis, ils ont tous été vendus. Si vous en voulez un et que vous n'avez pas eu ce soir, c'est 35 $ pour un et en spécial 70 pour deux. Alors, vous viendrez nous consulter, on peut même aller vous en livrer un au besoin, en spécial, bien sûr. Alors, on aime bien à la Société d'histoire souligner en fait les événements et essayer d'aller sur le terrain un peu plus. On s'est donné ça comme mission au moins une fois par année, de sortir de notre lieu de conférence habituel qui se fait le premier mercredi de chaque mois, qui se fait habituellement à la salle d'animation de la bibliothèque Christine Brouillet sur la rue Racine, encore une fois, à Loretteville. Donc, c'est notre petit cocon confortable où on fait nos conférences le premier mercredi de chaque mois. L'année dernière, on est allé dans l'église de Val-Bélair faire une conférence sur l'histoire du secteur. Puis bien là, vu le 100e anniversaire de la paroisse de Saint-Émile, bien on a décidé de venir au cœur de la vie paroissiale. On ne peut pas être plus au cœur de ça. Ce soir, donc le 5 février, dans l'église de Saint-Émile. Je vous explique rapidement le concept des mercredis de l'histoire. Lorsque je suis devenu président de la Société d'histoire, on avait un conseil d'administration
qui décrochaient bien souvent en racontant toutes sortes d'histoires lors des réunions formelles du conseil d'administration en disant « Oui, mais mon grand-père a vécu à telle place. Oui, mais telle maison, c'était tel commerce qui était là. » Puis là, je perdais le contrôle du conseil d'administration, ça dégénérait, tout le monde se mettait à raconter des affaires. Je me suis dit « Il faut que j'utilise cette énergie-là afin de faire quelque chose avec. » Et c'est là que j'ai inventé le concept des mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles. Donc, 7 fois par année, on a un thème, on présente des archives sur ce thème-là, et moi, je joue le rôle du gars qui ne sait pas du tout de quoi il parle, et je fais parler les gens sur ce qu'ils voient comme archives, ou s'ils ont des anecdotes à raconter dans la salle. Alors, c'est pour ça que ce soir, je vais vous inviter, Saint-Émile, à vous prononcer sur ce que vous allez voir comme information, à poser des questions. On va y répondre, puis je vous préviens tout de suite, là, pour le bénéfice de la technique vidéo, je vais répéter vos questions au micro afin qu'on puisse bien entendre dans l'enregistrement qu'on va diffuser sur nos réseaux par la suite. Alors, donc, vous posez des questions, j'y réponds autant que faire se peut. Si je n'ai pas la réponse, on se dit qu'à la gang, on sait tout. Alors, je consulte la foule, puis on essaie de trouver des réponses, des pistes de solutions à ces réponses-là. Donc, l'objectif de la présentation de ce soir, c'est vraiment, en fait, de souligner le 100e anniversaire de la création de la paroisse de Saint-Émile, et qui est arrivé en 1925, donc on est en 2025. Alors, je veux aussi souligner, avant de commencer, la présence de Steve Verrette, le conseiller municipal du district de Saint-Émile-Lac-Saint-Charles et aussi président de l'arrondissement, on va le dire, de la Haute-Saint-Charles. Alors, merci d'être là, merci de nous donner un coup de main aussi là, financièrement pour nos activités. Alors, il est à l'arrière, à droite. Vous pourrez le saluer en sortant si vous le souhaitez. Alors, merci beaucoup, M. Verrette. Alors, 100 ans, ça se souligne, et c'est à soir que ça se passe. Je vais avoir besoin de vous autres. Là, j'allais t'appeler H212, là, parce que moi, dans la vraie vie, je suis un professeur d'histoire au cégep de Lévis, puis j'appelle mes étudiants H212 parce que j'enseigne dans le local H212. Alors, si je m'échappe en disant ça, ça vient de presque m'arriver. Sois pas fâché, je vais t'appeler Saint-Émile ou Société d'histoire, puis des fois, ça se peut que je dise H212, mais en tout cas, pardonne-moi. Je voulais juste te dire que Saint-Émile, c'est toi l'expert de ce territoire-là. Et la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est parce qu'on veut Saint-Émile. Saint-Émile est notre parent pauvre dans nos archives, dans nos photos, dans nos documents, dans nos histoires. Puis l'objectif aussi de ce soir, c'est de ramasser ce que tu sais. Et c'est pour ça que sur ton petit papier que tu as pris à l'entrée, tu as notre adresse courriel, puis on veut que tu nous écrives, on veut que tu ailles sur notre site Internet, puis on veut que tu nous racontes tes histoires, on veut que tu nous envoie tes photos, on va te les numériser, on va te les redonner. Là. On peut tout faire ça. On est vraiment, vraiment, vraiment hot. Ça commence. Alors, écoute, là, il n'y en a pas beaucoup là, des écrites, là, mais celle-là, elle l'est. Je te fais une mise en contexte. C'est quand même très important pour que tu puisses bien comprendre. Mise en contexte, ici d'abord, avant de fêter le 100e de la paroisse, la paroisse a été créée, mais Saint-Émile n'a pas juste 100 ans. Saint-Émile a bien plus que 300 ans en réalité, parce que le territoire sur lequel on se trouve aujourd'hui, présentement, là, se situe dans une ancienne seigneurie, comme je le dis. Donc, le quartier de Saint-Émile fait partie de l'ancienne seigneurie Saint-Ignace. Donc là, la seigneurie Saint-Ignace, c'est une seigneurie qui a été détachée de la seigneurie Saint-Gabriel, qui commence au boulevard de la Colline et qui s'en va vers l'ouest jusqu'à la route de l'aéroport. Donc, Saint-Ignace, vers l'est, c'est jusqu'au boulevard de la Colline, à Pierre-Bertrand, de boulevard de la Colline à Pierre-Bertrand. Ça, c'était détaché de Saint-Gabriel. Donc, ce petit territoire-là, relativement étroit, là, est-ouest, s'appelle la seigneurie Saint-Ignace. Ce territoire-là appartenait aux mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Autrement dit, les Augustines. Donc, les Augustines qui étaient infirmières à l'Hôtel-Dieu, on les appelait comme ça parfois dans les documents anciens. C'est pour ça que je te l'ai écrit comme ça dans la présentation. Les mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, on les appelait comme ça. Plusieurs rangs ou côtes, on appelle ça parfois des côtes, se trouvaient donc dans le secteur de Saint-Émile d'aujourd'hui, dans le secteur de Saint-Émile d'aujourd'hui, parce que la seigneurie Saint-Ignace inclut le lac Saint-Charles vers le nord là, et descend là, vers le sud
jusqu'à la rivière Saint-Charles qui fait un coude à 90 degrés vers l'est, là. On s'entend? Alors, donc, les rangs Saint-Bernard, Saint-Romain, le rang Saint-Ignace, le rang de la Miséricorde sont des noms de rangs qui se trouvent ici dans la seigneurie Saint-Ignace, qui se trouve à être à peu près le secteur de Saint-Émile d'aujourd'hui. Donc, le peuplement de ces rangs s'est fait à partir environ du milieu des années 1660. Donc, c'est relativement tôt dans le nord de la ville de Québec pour ce peuplement-là. Il faut savoir que on va avoir un peuplement qui va partir du sud et qui va monter vers le nord, mais il y a une autre manière de peupler ce territoire-là. C'est une grande courbe qui se fait au nord de la ville de Québec avec Charlesbourg, Saint-Émile, Loretteville et l'ancienne Lorette. Alors, ça fait un grand croissant là, dans le nord, là, où on va avoir une bande de peuplement des terres qui va se faire là, en laissant parfois un espace non peuplé en se rendant vers le sud. D'accord? Donc, c'est sûr que la chute, le trait carré, la chute de Loretteville, de Kabirkouba, le trait carré, l'ancienne Lorette, sont des territoires, en fait, qui vont amener le peuplement au nord. Donc, ici, on parle autour de 1665. De mémoire, là, j'ai des actes que j'ai déjà lus de concession de terre autour de 1662. D'accord? Donc, on est à l'époque là, des guerres iroquoises, de l'arrivée des filles du roi là, qui arrivent incessamment. On est dans ce contexte-là. Là, si je te ramène dans tes cours d'histoire secondaire 2, là, ça remonte au 20e siècle, ces cours-là chez toi, là, je le sais. Je suis désolé. Alors ça, c'est le territoire seigneurial. On reste dans le monde seigneurial jusqu'à l'abolition du régime seigneurial par une loi du Parlement du Canada uni du 21 décembre 1854. Donc, on est dans le monde seigneurial jusqu'en 1854. Après ça, on l'abolit, puis on rentre dans le monde municipal. On a des villes qui sont créées à ce moment-là. D'accord? Alors, je reviendrai sur les autres diapos sur la question des villes. Je change. Alors, juste avant de rentrer dans la question paroissiale et tout ça, je veux juste te dire une petite anecdote, là, quand même, c'est significatif, parce qu'une des tâches, en fait, des seigneurs, ou dans notre cas, des seigneuresses, eh bien, c'était de fournir à leurs censitaires un moulin. Un moulin pour moudre le grain, pour moudre le blé, pour en faire de la farine. Moi, je dis souvent que dans un monde là, comme celui du peuplement là, seigneurial, oui, l'Église est un lieu, un cœur important dans une communauté, mais a priori, l'Église ne te nourrit pas. Le moulin à farine va te nourrir, puis pour moi, c'est un lieu qui, socialement, est hyper important parce qu'il va te permettre de manger. Alors, rapidement, en 1695, on va construire la première, pour faire une petite blague, la première mouture du moulin à farine. Tu me suis-tu? Alors, la première mouture du moulin à farine, au nord de ce qui est le pont de la rivière du Berger, au coin de la rue Élisabeth II. On est un peu en dehors de Saint-Émile, mais on n'est pas très loin. Alors, on va en reconstruire une deuxième version au sud du pont, donc le moulin des mers, tu as déjà entendu cette expression-là, qui va être le moulin dans lequel les censitaires de où on se trouve présentement vont descendre à pied pour aller faire moudre leurs grains puis remonter avec des poches de farine. Donc, ici, en bas de la côte, là, à quelques kilomètres environ, 2 kilomètres environ. Donc, c'est le moulin qui se trouve sur les rives de la rivière du Berger. Ça va? Alors, je vais te montrer, ça t'intrigue, une photo prise par moi-même en mai 2016 de ce qui reste des fondations, des ruines des fondations du moulin des Mers sur la rivière du Berger. Cette photo-là a été prise en 2016 avec au moins 2 personnes qui sont ici présentes dans la salle, Yves Gariepi et Gilles Beaulieu qui sont ici, qui ont grandi autour de ce moulin-là, entre autres, et on avait eu la permission du propriétaire. Vous savez, il y a une maison en bas de la côte, là, quand tu fais... Bon, vous savez de quoi je parle. Donc, une maison moderne en bas de la côte, là, puis on avait demandé au propriétaire si on pouvait aller voir près de la rivière pour voir les ruines du moulin seigneurial des Mers hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. On nous avait dit oui, puis on était allés, on avait pris quelques photos, et celle-là en est une. Donc, il ne reste pas grand-chose.
Mais quand même, là, c'est le site du moulin. Peut-être qu'un jour, la Ville de Québec va financer des fouilles archéologiques sur le site. Ah, c'est ça. J'ai utilisé présentement la pédagogie du silence. Bien. Alors, on a une photo ici, là, qui m'a été fournie par Gilles Beaulieu, ici présent d'ailleurs, là, où on voit les ruines du moulin en 1952. Puis là, je ne me souviens pas par cœur du nom des personnes qui sont présentes, mais je pense qu'il y avait votre sœur, vous aviez écrit, M. Beaulieu, quelque chose comme ça, avec une de vos tantes ou quelque chose comme ça. Donc, on voit bien les ruines en bas à droite. Image des ruines qui ont servi longtemps à la caisse populaire du Moulin des Mers. Là, vous en souvenez quand ça existait? Il n'y a pas si longtemps, là. C'était ces ruines-là qu'on voyait. Alors, donc ça, c'était dans le monde seigneurial du territoire dans lequel on se trouve aujourd'hui, dans la seigneurie Saint-Ignace, un peu au sud de ce qui est Saint-Émile aujourd'hui. Prochaine. Ouais, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors, la vie paroissiale. Évidemment, c'est ce qui nous préoccupe principalement aujourd'hui parce qu'on souligne le 100e anniversaire de la paroisse de Saint-Émile. Eh bien, le territoire sur lequel on se trouve a existé à travers le temps, à travers 3 paroisses. Donc, la première paroisse de laquelle les gens d'ici, depuis 1660, là, ou à peu près, relevaient, était la paroisse de Charlesbourg. Donc, les gens d'ici, là, quand ils allaient à la messe, puis quand ils allaient se faire baptiser, quand ils se mariaient et quand ils se faisaient inhumer, bien, ils allaient au Très-Carré de Charlesbourg parce que l'ensemble du territoire où on se trouve présentement et l'ensemble du territoire de la Haute-Saint-Charles, là, cette invention de la Ville de Québec en 2002 au lendemain des fusions municipales, là, la Haute-Saint-Charles, bien, ils n'ont rien inventé, la Ville de Québec. Ils ont copié-collé le territoire de l'ancienne paroisse, là, ou à peu près de Charlesbourg, là, vers l'ouest. Là. Vous allez voir que ça va se préciser avec le premier détachement de la paroisse qui va se dérouler en 1794. Donc, en 1794, le curé de Charlesbourg se disait, bien là, attends un peu, là. Le territoire est bien trop grand pour que je gère ça, là, faire la tournée dominicale du territoire. Il faut que je me rende en haut de la côte de la montagne à Val-Bélair. Il faut que je me rende au lac Saint-Charles. Il faut que j'aille à Saint-Émile, dans Loretteville. Et je pars de Charlesbourg, c'est bien trop loin. Alors là, les gens vont demander la division du territoire. Et en 1794, l'évêque de Québec, qui s'appelle Jean-François Hubert, va accorder la séparation de la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette qui va être détachée de celle de Charlesbourg. D'ailleurs, je parlerai de ça dans une conférence à la Société historique de Charlesbourg, Société d'histoire et de généalogie de Charlesbourg, dans quelques semaines. Et le thème de la conférence sera Quand la jeune Lorette se sépare de Charlesbourg. Ce sera une conférence portant sur le divorce, entre autres. Enfin, oui. Concentrez-vous, Saint-Émile. Alors, donc, Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette est créé en 1794, puis jusqu'au début du 20e siècle, l'ensemble du territoire à peu près de la Haute-Saint-Charles, tout le monde allait à la messe à rue Racine à Loretteville. D'accord? Ça ne s'appelle pas comme ça encore à l'époque, là, mais va aller à la messe-là, va inhumer ses morts au cimetière paroissial de Loretteville. Puis, bien, au début du 20e siècle, les populations grossissent, puis tranquillement, bien, il y a des demandes pour séparer les paroisses de Saint-Ambroise, donc religieusement parlant. La première à le faire va être Val-Bélair, en haut de la montagne, en haut de la route de l'aéroport, en 1906. Bernard, c'est ça? Bernard, où es-tu? Oui, c'est ça, 1906, merci beaucoup. Et d'autres vont suivre, et parmi celles-là, bien, il y aura bien sûr Saint-Émile en 1925. Donc, on vit ici, sur le long terme, sur des terres, en cultivant, en élevant des animaux, en vivant une vie rurale, pour la plupart du temps, là, à travers les siècles. Puis, bien, on relève de 3 paroisses. Hein? Puis là, je pourrais étirer en disant qu'aujourd'hui, on relève d'une 4e paroisse réinventée, hein, qui s'appelle à nouveau la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, parce que celle détachée de Saint-Émile a été rattachée avec d'autres. Alors donc, tu ne déménages pas, mais tu changes de paroisse 4 fois dans l'histoire. Là.
Bon, il n'y a personne encore en vie qui a connu ces 4 changements-là, là, mais on comprend le principe. Vous me suivez? Oui, c'est ça. Alors, là, je sais que tu ne pourras pas lire, là, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de te montrer comment est-ce qu'on va annoncer, en fait, ces créations-là de paroisses, de cette nouvelle paroisse de Saint-Émile, à partir donc de journaux, de publications dans les journaux. Alors, évidemment, il n'y aura pas de questions sur le texte à l'examen là, que tu vois à l'avant, parce que je le sais que tu n'es pas capable de le lire, là, c'est ça. Moi non plus, a priori, ou presque pas présentement, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on annonce la création d'une paroisse dans les journaux, et là, on l'annonce ici dans la Patrie au mois d'août le 17 août 1925. Donc, on annonce une nouvelle paroisse, née du démembrement de la paroisse de Saint-Ambroise de Lorette. Alors, évidemment, on ne l'écrit pas comme il faut, là, de la jeune Lorette. Nommer le territoire quand tu as vécu dans 3-4 paroisses dans l'histoire, ce n'est pas facile toujours. Hein? Alors, en voici un bon exemple encore. Donc, c'est tôt dans l'année 1925 qu'on commence à voir des actions qui sont prises par les différentes institutions et qui sont publiées dans les journaux, dans les publications, afin d'annoncer ces nouvelles-là au plus grand nombre. Ici, La Patrie, c'est un journal imprimé à Montréal, vous le comprenez. Alors, on annonce quand même la création de la paroisse. Oui. Alors, ici, dans Le Soleil, donc, qui est un journal de la Ville de Québec, le 26 août 1925, j'ai essayé de les mettre chronologiques, tu comprends? Nous, les dates en histoire, on aime ça en ordre. C'est ça, on les prend, on les met en carré, puis ça va bien. Les dates. Alors, excusez-moi. Riez pas, ça m'encourage. Alors, dans une nouvelle paroisse, élection des marguilliers à Saint-Émile. Puis là, je vais t'en nommer parce que je suis capable de les lire. Puis là, si jamais il y a quelqu'un ici t'asseoir, que son nom est là, ça m'étonnerait, mais qui connaît quelqu'un qui a le nom décrit à l'avant, dites-moi-les. D'accord? C'est le genre d'information qu'on veut savoir. D'accord? Alors, êtes-vous prêts? Dimanche, le 23 août, à 4 heures de l'après-midi, a eu lieu l'élection des marguilliers de la nouvelle paroisse de Saint-Émile dans le comté de Québec. Parce que là, il faut se démêler, parce que quand tu cherches sur Saint-Émile, il y en a d'autres Saint-Émile, là. Hein? Saint-Émile de Suffolk, etc., là, un peu partout sur le territoire du Québec. Fait que comté de Québec, c'est important de le dire. Monsieur l'abbé Émile Bédard, le curé de cette nouvelle paroisse, présidait. Les messieurs dont les noms suivent ont été élus marguillier en charge, Joseph Auclair, fils. Bon, pour le moment, ça va. Marguillier du banc. Là, moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, marguillier du banc. Aidez-moi quelqu'un si vous savez ce que ça veut dire. Marguillier en charge, puis il y a le marguillier du banc. On ne le sait pas. Si vous le savez, vous me le direz plus tard. Alors, marguillier du banc, M. Ferdinand Terrien. C'est-tu parent avec vous, Jean Terrien? C'est le grand-père à votre père. Bon. Ici aussi? C'est votre grand-père aussi. Vous devez donc être cousin. Probablement. Ferdinand Terrien, vous ne pensiez pas qu'on parlerait de lui à soir? Ah oui. 3 Ferdinand Terrien. C'est peut-être votre arrière-grand-père en 1925. Ça resterait à déterminer, mais c'est le genre d'affaires qu'on peut vous trouver. D'accord? Alors, marguillier du banc, Ferdinand Terrien et Joseph Renaud, qui était employé civil. Alors, on mentionne son emploi. Les 4 suivants ont été élus et agiront comme anciens marguilliers. Parce que là, il y a comme des anciens marguilliers. Là, c'est comme, il y a toujours un nouveau marguillier puis des anciens marguilliers qui siègent encore. Mais là, comme c'est une nouvelle paroisse, on doit nommer des anciens marguilliers, mais qui ne sont pas vraiment anciens. Tu comprends-tu? Oui, c'est bon. Suis-moi. Alors, ils sont, en l'occurrence, M. Charles Auclair, M. Drouin, là, je pense que c'est Arthur Drouin, M. Barbeau, on ne sait pas lequel, et Eugène Cloutier. Eugène Cloutier, y a-t-il quelqu'un ici à soir qui est... Bon, ça doit être les chaussures, là. Oui, c'est ça, on s'entend.
Bon, ça, c'est ce monde-là qui a été élu. On commence à s'organiser. On a une paroisse, on a trouvé un curé, puis là, on va élire des marguilliers. Donc, c'est ce qu'on fait le 25 août. Ça va? Le 26 août. Ça va? Je suis prochaine. On a ici, là, je tiens à mentionner qu'il y a beaucoup des photos qu'on va voir ce soir. Je t'ai dit qu'on était pauvre en photos de Saint-Émile, là, mais on a eu beaucoup de photos de Madame Louise Villeneuve. Je n'étais plus sûr du prénom. Alors, Louise Villeneuve, qui est la conjointe de Bertrand Paquette, oui, et qui est... Ah oui, je ne vous avais pas vu. Allô? Merci. Alors, beaucoup des photos que j'ai utilisées ce soir proviennent de Mme Villeneuve et de M. Paquette. Alors, je les remercie d'ailleurs. Là. Ils sont dans ma bibliographie à la fin, mais je tiens à le mentionner. On a ici, en fait, l'école de Saint-Émile qui a servi, en fait, comme lieu de rassemblement religieux avant la construction de l'église dans laquelle on se trouve présentement. Donc, il va y avoir quelques photos de l'intérieur aussi là, qu'on va voir là, par la suite. Donc, avant même d'avoir l'église où on se trouve, là, c'est comme une espèce de mise en abîme, ce que je suis en train de dire, là, ben, on va commencer à procéder aux célébrations, en fait, dans un autre lieu, là, temporairement, là, en attendant la construction de l'église. Denis Paul. Oui, c'était dans une école, en fait. C'était l'école qui est devenue temporairement dans une de ses pièces, la chapelle temporaire, puis c'est ça. Bien, il y a des histoires de commission scolaire, là. Je vais te... En fait, je te dis tout ça tout de suite. Oui, je vais t'en parler tout de suite. Ici, on est dans le cadastre. Là, on va parler dans le territoire foncier, là, la propriété des terres, là. Là, ici, on est dans le lot 1170 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. 1170. Dans l'ancienne numérotation des lots, là, aujourd'hui, il y a des numéros à 5 millions, 6 millions, là, etc. Mais anciennement, on était séparés par paroisse. C'était le cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Numéro 1170, puis je suis allé vérifier pour voir de qui la fabrique avait acheté le terrain pour construire une église, faire le cimetière puis le presbytère. Puis, en regardant l'index aux immeubles, qui est l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur un terrain, bien, en 1938, puis là, bien, on est avant 1938, je le sais, là, mais en 1938, il y a la commission scolaire de Saint-Émile, donc qui était une institution scolaire, là, comme il n'existe plus des commissions scolaires aujourd'hui, là, on comprend, là, mais vous savez que chaque communauté avait sa commission scolaire. Bien, en 1938, la commission scolaire achète une partie du même lot, probablement ici à côté, pour probablement une école. Là. Fait qu'en 1938, il y a ça comme inscription. Je n'ai pas exploré plus loin, là, mais, parce qu'on fera les 100 ans de la commission scolaire de Saint-Émile une autre fois. Mais il y a ces implications-là, là, évidemment. Du territoire scolaire. Hein? Il y a ça qui existe aussi. Bon, prochaine. Alors, on a ici une image, là, on appelle ça la chapelle à la vieille école chez Armand Renault en 1925. Donc, l'église n'est pas encore construite. Donc, on voit un peu quelques chaises droites en bois là, avec un sanctuaire là, dans le coin d'une classe d'école, là, probablement. Puis là, on ne voit pas super bien, là, mais on devine, là, entre autres, là, l'autel. Puis en haut à droite, à votre droite, là, si vous avez bon œil, il y a un drapeau, là, c'est le drapeau du Sacré-Cœur. Là. Donc, comme le fleur-d'Élysée, là, avec des fleurs d'Élysée en angle dans les coins là, qui existaient avant 1948 et tout ça. Donc, on mentionne ici à côté, là, c'est une chose du passé, c'est l'ancienne chapelle de Saint-Émile, où depuis le commencement de septembre jusqu'au jeudi saint, nous avons célébré les offices divins. Il est agréable de se rappeler toutes les misères qu'on a endurées dans cette chapelle. Alors, vraiment trop petite. Voilà. Y en a-t-il qui sont déjà allés dans cette chapelle? Monsieur, vous vouliez dire? Oui, cette chapelle-là, c'est en arrière de chez M. Armand Renault, c'est à rue de la Faune. Mon père était à l'école là. Votre père est allé dans l'école où se trouvait la chapelle. Là. Elle est encore là, ça, mais c'est converti en logement. C'est converti en logement aujourd'hui. Juste au commencement de la bière de la Faune, troisième maison à
À gauche. Ça, Les gars, on est encore en arrière, c'est à 2 étages de haut. super, on prend ça en note dans nos recherches éventuelles. Merci beaucoup pour le tuyau. Madame, vous voulez dire quelque chose aussi? Je vais répéter ce que vous dites pour le... Je veux juste vous dire que quand il y a eu la création de la chapelle, les chaises démerdillées, puis il y avait des chaises un petit peu plus élaborées. Oui. C'était les chaises qui appartenaient à mon grand-père. Vo- Maintenant, c'est ma soeur qui les a. Votre grand-père a fabriqué, Non, les chaises appartenaient. possédait. C'est possédait les chaises, puis ils les avaient prêtées parce que c'était des chaises un petit peu plus Oui, des chaises plus confortables. puis plus belles. Oui. Puis ils les avaient prêtées le temps que l'église se construise. Puis ben, on les a encore. Maintenant, c'est ma soeur qui les a. Puis vous voyez, là, aujourd'hui, les chaises de votre grand-père qui étaient dans la chapelle pour les marguilliers, là, nous, là, on ne vous demande pas de nous les donner, mais on pourrait, par exemple, les prendre en photo puis garder la photo des chaises en question et raconter l'histoire de ces chaises-là dans un document qu'on va indexer dans nos collections. On est là pour ça ce soir. Vous avez cassé la glace et vous voulez continuer. Allez-y. J'ai aussi la photo des premiers servants de messe. Des premiers servants de messe. La première messe qui s'est dite, ils ont pris une photo des servants de messe. Il y avait mon père, puis il y avait les noms en arrière de la photo. Là. Oui. Je l'ai encore chez nous. Ouais, vous avez les photos des premiers servants de messe chez vous. Alors, on prend ça en note également, puis on vous parle avant de vous partir tantôt là, pour prendre vos coordonnées au besoin. On est là pour ça. Hey, merci beaucoup pour vos anecdotes, j'aime beaucoup ça. Gênez-vous pas si vous en avez d'autres. C'est ça qu'on veut. On a ici là, un reposoir là, en avant de la vieille école en 1928, donc c'est toujours dans les collections de Mme Villeneuve. Alors, un reposoir, là, je vais valider là, mes informations. Là. Corrigez-moi si je me trompe, ça se peut fort bien. Ça on faisait ça là, pour la fête Dieu, c'est ça? Hein? Eh ben, je suis content d'avoir réussi. Alors, on faisait ça pour la fête Dieu, on faisait des processions, puis on s'arrêtait à différents endroits en cours de route pour se reposer et, a priori, pour probablement prier. Surtout pour prier, là. Quand on a vu les chaises tantôt se reposer, là, en tout cas, ouais, on repassera. Alors, donc, toujours à la vieille école en 1928. Alors, souvent, on photographiait ça au début d'une époque où on ne photographiait pas beaucoup. On disait ça, c'est un événement exceptionnel. Alors, on photographie le reposoir pour qu'on puisse toujours parler de nous dans 100 ans. Je ne sais pas. La fête Dieu, ça se fait-tu au mois de mai, ça? Juin, on me glisse à l'oreille que c'est en juin, la fête Dieu. Merci beaucoup. Alors, l'achat du terrain pour l'Église. Alors, évidemment, comme je suis formé en histoire, moi, je cherche des preuves écrites pour reconstruire le passé disparu. Évidemment, on n'a pas toutes les preuves. Là, on a un casse-tête, on a des morceaux, puis on essaie de reconstruire le passé disparu. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire en allant voir dans le lot 1170. Et j'ai constaté qu'il y avait un acte d'achat par la fabrique de Saint-Émile qui va acheter le 10 octobre 1925 un terrain, une partie d'un terrain, je devrais dire, à M. Albert Drouin, où on se trouve ici. Le terrain, donc, sur lequel sera érigée l'église, le presbytère et le cimetière de la nouvelle paroisse. Tantôt, j'ai dit 1150, je me suis trompé, c'est 1157. Là, excusez-moi, j'ai une petite erreur dans mes numéros de lot. Alors, ce terrain est le lot 1157 du cadastre de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeunnerette. Rien d'exceptionnel dans la lecture de la vente, sauf que dans la transaction, on mentionne que la fabrique garde le droit d'utiliser des pierres qui se trouvent ENT, merci beaucoup, sur le restant du terrain d'Albert Drouin pour ses besoins. Donc, essentiellement, ce que la fabrique se donne comme droit, bien, c'est à la terre du bonhomme Drouin. Il y a peut-être beaucoup de pierres, peut-être qu'on peut en tailler, je ne sais pas, puis on va les prendre là, puis s'en servir, peut-être pour construire l'église éventuellement ou autre chose avec cette pierre-là. Alors ça, c'est quand même une petite anecdote intéressante dans l'acte de vente du 10 octobre 1925. Vous verrez tantôt qu'il y a une petite controverse autour de l'achat du terrain par rapport à ce que d'autres ont dit par rapport à ça. On essaiera de comprendre l'affaire par la suite.
On a ici là, une publication dans le journal L'Action sociale catholique du 23 octobre 1925 que j'ai trouvé grâce à un outil là, que les Archives nationales du Québec nous permettent d'utiliser en ligne, qui est l'ensemble des journaux québécois qui ont été publiés, ont été numérisés. Ils sont tous accessibles en ligne. On peut tous les lire, les fouiller, mais on peut aussi et surtout chercher par mots-clés, par nom de personne, par année, par date, etc. Ce qui est merveilleux, ce qui nous permet de chercher, mais surtout de trouver relativement facilement. Alors, c'est l'exercice que j'ai fait pour ce soir. Et j'ai trouvé donc cette photographie qui a été prise lors de la bénédiction de la pierre angulaire de l'église de la nouvelle paroisse de Saint-Émile, près de Lorette, par Monseigneur le chanoine Arsenault, Clovis Arsenault, si je ne me trompe pas. Il y a une rue qui porte son nom à Loretteville, la rue Arsenault, qui portait, elle ne porte plus. Alors moi, je vis dans le passé, c'est ça, champ d'histoire, les vieux noms de rue, et qui était aussi, là, son titre à côté de M. Arsenault, c'est écrit P.D., qui veut dire prélat dominical. Domestique. Ça y est, je me suis fait coincer. Dimanche dernier, le 18 octobre 1925. C'est vraiment comique parce que moi, j'ai trouvé cette découpure de journal-là. Puis, bien, quand on regarde l'image suivante, c'est une photo qui nous provient de Mme Villeneuve, qui est la même photo, qu'on voit beaucoup mieux que celle qu'on retrouve dans le journal, finalement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a l'original, le négatif, puis en a fait finir une autre, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça sympathique de le souligner, là, où on voit beaucoup mieux là, sur celle-là. Ça va? Super. Donc, on n'a pas encore construit, là, ça s'en vient. Alors, ici, on a une photo du premier cimetière. Alors, entre autres, on mentionne la permission d'ouvrir un cimetière fut accordée le 5 septembre 1925. Donc, un premier agrandissement, là, ça s'est mis à mourir, fut fait le 1er décembre 1942, donc voilà, et le deuxième le 25 mai 1953. Alors, je te rappelle que jusqu'en 1925, nos morts d'ici, ben, on les enterrait pareil, puis on allait les enterrer à Loretteville depuis 1794, puis avant 1794, il était à Charlebourg, dans un cimetière qui est plus utilisé comme cimetière aujourd'hui, là, qui est dans le milieu, là, dans le secteur qu'on appelle la commune, aidez-moi quelqu'un, là, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est le premier cimetière de Saint-Émile. Donc, si on cherche nos vieux morts ici à Saint-Émile, on peut les chercher jusqu'à partir de 1925. Si ton arrière-grand-père, qui a fait des chaises, je ne sais pas trop, il est mort en 1920, bien, il n'est pas ici, là. Il est probablement à Loretteville. D'accord? Alors, pour les chercheurs en généalogie, là, démêler tout ça, c'est quand même important de chercher ton mort à la bonne place. C'est ça. Il ne gigote pas bien, il ne bouge pas, il ne va pas se promener, mais a priori, c'est ça. Toi, trouve-le où il est, là. C'est ça qui est important. Bien. Alors ici, on a une photo de l'église en construction. Là. Pendant que je vous la montre, moi, je la vois en arrière aussi, puis on est dedans. Alors, il y a une photo de l'église en construction devant moi, il y a une photo de l'église en construction devant vous, puis on est dans l'église construite. Là. On ne peut pas être plus dedans. Alors, donc, elle était en construction en décembre 1926. Alors, sur cette photo, vous ne voyez pas très, très bien, mais le clocher, il est juste en charpente, là, encore, sur la photo, là. Le clocher n'est pas fermé puis tout là, par les travailleurs à ce moment-là encore. Donc l'église, là, elle n'a pas encore 100 ans tout à fait, mais vous comprendrez que c'est une question de mois là, avant qu'elle ait ses 100 ans. Voilà. Prochaine. Donc on a une série de monde, là, on va jouer au jeu encore. Là. Vous ne les voyez pas comme il faut, les visages, là, mais je vais te nommer les noms. Donc, qui sont les... si je me souviens bien, c'est le premier chœur. Des chanteurs, là, des choristes, là, je ne sais plus trop comment on les appelait, de l'Église. Alors, il y avait entre autres Alfred Cloutier, Rosaire Auclair, Albert Légaré, Camille Cloutier, Arsène Gagné, Eugène Verrette, Aimé Lafont, Omer Auclair, alors Ranger du bois, du bois d'œuvre à 25 %, oui, c'est ça. D'Arranger Dubois, Odina Pajot, Joseph Fréchette, Lomer Gagné,
Là, l'autre, j'ai de la misère à le lire. Là. Ah oui, l'Homère Gagné était organiste, c'est ça qu'on écrit. Avec Clovis Pajot, Ernest Légaré, qui était aveugle, c'est ça qui est écrit, et Ernest Verrette, donc qui était la gang de la chorale, là, les choristes qui venaient ajouter de la musique aux célébrations. Tous les jours? Supposé tous les jours. Oui, oui. La chorale était peut-être juste le dimanche, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, on a probablement changé l'orgue depuis, j'imagine. En tout cas, c'est ça. Alors, on a une photo de l'intérieur de l'église, là. Si vous regardez la photo, je suis là. Alors, l'église au moment d'ouverture en avril 1927. Donc, tantôt, on a vu l'église en construction en décembre 1926, mais elle a été ouverte en avril 1927. Donc, probablement autour de Pâques, là. Évidemment, elle a été rénovée depuis, là, on se comprend bien, là, mais l'intérieur de l'église en 1927. Les luminaires ne sont plus là. S'il y a quelqu'un qui sait où c'est qu'ils sont, on aimerait ça le savoir, bien sûr. Alors, continuons. Alors, une autre photo de l'intérieur de l'église. Sauf erreur, les bancs aussi ont été changés. Alors, les anciens bancs sont partis ailleurs. Peut-être avec le marguillier du banc, je ne sais pas. Qui sait? Alors, continuons. On a aussi là, cette photo d'un programme souvenir là, de la bénédiction de l'église de Saint-Émile qui a été faite le 31 juillet 1927. Tu sais, quand on vous dit que la création d'une église, l'organisation de tout ça, ça prend un certain temps entre le moment où on décide de le faire et même à partir du moment où on pense à faire une nouvelle paroisse, là, ça prend du temps avant que ça s'organise et que ça se réalise pour vrai, là, évidemment. Alors donc, la bénédiction de l'Église s'est déroulée le 31 juillet 1927, alors qu'on avait une photo lors de son inauguration en avril 1927, la photo précédente. Ça va? Alors, on a ici, là, bien sûr, je crois que vous avez déjà vu cette photo-là, on l'a vue quelques fois, en tout cas, pour ceux qui ont vu quelques photos anciennes de Saint-Émile, elle est assez connue, celle-là, avec le presbytère, qui n'est plus, mais l'Église qui est toujours. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont des indications sur ce qu'on trouve devant le presbytère. Moi, ça me questionne beaucoup sur la photo, on ne voit pas très bien. J'ai l'impression que c'est un grand potager qu'il y avait en avant. C'était un grand potager? Vous me le confirmez? C'est merveilleux. Et la clôture autour, j'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était comme en fer forgé. En fer forgé tout autour à l'avant. C'est super. C'est très, très beau. Voilà. Donc, superbe photo. Alors, encore une photo de l'intérieur. Avec le... Est-ce que vous êtes capable de lire ce qui est écrit en haut? Que veux-tu que je te fasse? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous expliquer ça ici ce soir? Alors, bienvenue au cours de Philo 101, tout le monde. Que veux-tu que je te fasse? Finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Mesdames, je vous ai entendu dire la phrase assez vite, là. Ça veut dire que vous la connaissiez, cette phrase-là. Hein? Vous l'avez vue et revue, là. Et relue quand vous pensiez à d'autres choses pendant que vous étiez à la messe. C'est ça hein, que vous nous avouez ce soir. Hein, vous lisiez la phrase, bien sûr, et vous disiez « Que veux-tu que je te fasse? » Si tu n'écoutes pas la messe, c'est pas grave, je ne te ferai rien, ça va bien aller. Troisième banc à gauche? 1, 2, 3, vous payez ou louez le banc de la famille. Puis vous aviez « Que veux-tu que je te fasse? » Vous le voyez, vision, troisième banc à droite. C'est bien. Oui? Rappelles-tu quand la photo, la date de la photo était là? Elle n'est pas inscrite dessus, je ne peux pas le dire. C'est une. Dans le temps, avant 1966, le prêtre disait la messe. De dos. Oui. Oui. Donc,
C'est une photo d'avant 1966. Oui. C'est sûr que ça peut être difficile d'écouter la messe avec quelqu'un de dos. C'est ça, mais c'était ça. Ouais, c'est ça. Que voulez-vous? Il se mettait de dos parce que veux-tu que je te fasse? C'est ça. Oui, c'est ça. Bien. Pardon? Oui, il y avait une chaire là, ici, là, à droite, peut-être sur le premier. Sur le premier poteau? Oui. Il y avait des marches, puis le prêtre, il montait là. Bien. L'autel, tout ça a été changé, puis on a caché le « que veux-tu que je te fasse ». Bien. On ne voit pas bien sur cette photo-là, elle est déjà sombre, mais on voit en fait deux cloches. On indique que les deux plus petites cloches furent bénites et installées en juillet 1928 et la grosse le 28 juillet 1929. Donc, les cloches là, qu'on a retrouvées dans le clocher, donc c'est un moment important aussi. Là. On a vu un peu là, ce qui s'est passé avec les cloches là, à Notre-Dame de Paris. Là. Je ne compare pas l'Église ici avec Notre-Dame, mais on comprend l'importance du rassemblement derrière la sonnerie des cloches et tout ça. Là. C'est quand même, pour une communauté, là, c'est significatif. Rythmer la vie quotidienne, rythmer la vie, la mort, les mariages, etc., etc. Les cloches, c'est associé de près avec la vie quotidienne, la vie paroissiale. Est-ce qu'on connaît les noms des cloches? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom qu'on a donné aux cloches? Alors, des fois, on donne des noms aux cloches. Peut-être qu'on en a donné ici, je ne le sais pas. Si quelqu'un le sait, vous pouvez nous le dire. On est ouvert à tous les commentaires. Bien. Alors, cette photo date de 1975, de l'intérieur de l'Église. Alors, ça évolue vers aujourd'hui, là, on s'entend. C'est il y a 50, j'allais dire environ 50 ans, mais c'est il y a 50 ans. Donc, on est pas mal plus proche de ce qu'on est aujourd'hui, bien sûr. Ça va? Alors, j'ai trouvé aussi une autre publication super intéressante dans un autre journal qui s'appelle l'Action catholique. Et cette publication-là date du 30 juillet 1927. J'ai fait un résumé de la publication pour vous sortir les idées principales. Dans cet extrait de journal-là, on fait un numéro spécial d'ailleurs sur la nouvelle paroisse de Saint-Émile, donc 2 ans après sa création, là, mais quand même. Alors, on mentionne dans les faits saillants, on y mentionne que le 2 juin 1918, donc on est 7 ans avant 1925, les habitants de Seurat font une requête pour une paroisse. Alors, ce n'est qu'en 1925 que le tout a débloqué. Alors, tantôt, je te l'ai dit, c'est long le processus pour qu'il y ait une paroisse, construire l'Église, enterrer nos morts, etc. Mais là, ici, on avait débuté le travail, la demande à partir de 1918. C'est certain que les gens de Saint-Émile savaient ce qui s'était passé à Val-Bélair, qui avait eu sa paroisse auparavant, à Lac-Saint-Charles également. Alors, donc, les gens commençaient à vouloir obtenir leur propre église, leur propre paroisse, parce que la population grossissait, puis les gens, ils devaient, a priori, trouver ça loin d'aller à Loretteville pour aller à la messe, mais aussi pour les baptêmes, les mariages et sépultures. Alors, donc, on demande à partir de 1918, après la guerre, à peu près, d'octroyer une paroisse. Celle de Saint-Ambroise à Jeune-Lorette, ça va prendre du temps aussi. C'est à partir des années 1780, 1781 qu'on va commencer à la demander, puis on l'a en 1994. Alors, ça prend du temps se séparer religieusement. Hein? L'administration religieuse, elle peut être lente à s'activer parfois. Alors, l'église ici, dans laquelle on se trouve, a coûté 23 500 $ il y a 100 ans ou à peu près.
plus ou moins tarif de 25 % je ne sais pas. Alors, là, je m'étais dit que je ne dirais pas ça, là, mais bon, c'est ça, je l'ai fait. Le 5 avril 1926, jour de Pâques, les paroissiens entraient pour la première fois dans leur église de plâtre et de bois de Colombie. Bois de Colombie. Là, on n'en voit plus vraiment là, dans l'église, mais c'est ce qu'on connaît là, sous l'expression BC Fir. Hein, tu as déjà entendu ça, là, quelqu'un dire ça? British Columbia First Quality. Alors, c'est des petites planches là, assez étroites de bois. Donc, l'église était construite en cèdre de Colombie. Voilà. Le 1er mai 1926, les paroissiens décidaient de construire un presbytère. 5. Plusieurs paroissiens achètent des lots dans le nouveau cimetière. Alors, évidemment, là, tu sais, changer notre mortalité de place, là, tu sais, tantôt, j'ai blagué un peu là-dessus, mais c'est quand même un moment, un geste, une décision importante dans une vie, là. Tu sais, toi, quand ta famille a tout été enterré à la même place depuis 3-4 générations, là. Tu sais, puis là, tu as une nouvelle paroisse, puis là, tu décides de faire le choix de t'acheter un nouveau lot dans le cimetière ici, puis là, que tu vas être le premier ou la première génération à te faire inhumer là. C'est comme si, pour l'éternité, tu décidais de te séparer de tes autres morts, là, tu sais, du confort dans la mortalité avec tes morts d'avant, là, tu sais. Alors, c'est ça, là, c'est un geste important quand même, là, de sentiment d'appartenance, je pense, qu'on fait en achetant des lots tout de suite, rapidement, dans le cimetière ici, derrière l'église à Saint-Émile, détaché de l'ancien cimetière où on enterrait nos morts à Loretteville. Aujourd'hui, tu sais, c'est drôle parce que, ben c'est pas drôle, là, mais tu sais, aujourd'hui, les familles séparées, là, des parents séparés, puis tout ça, là, tu sais, tu vas avec qui? Avec qui tu vas, tu sais? Avec quels parents tu vas? Puis tes enfants vont aller où? Avec lequel? Puis où? Tu sais? Genre d'affaires, là. Tu te poses toutes des questions de même, des fois, dans la vie, toi? Ou, c'est ça, en tout cas. Pensez-y. Ouais, hein? Oh, j'avais pas fini de lire ce que je vais le remonter avant. Ah, c'est là que je suis en difficulté. Ah, c'est là, c'est bon. Vous avez vu un de mes punchs, en plus, je viens de m'auto-scouper. Alors, donc, plusieurs paroissiens achètent des lots dans le nouveau cimetière. 6. Depuis la fondation de la paroisse jusqu'en juillet 1927, en 2 ans, il est mort 14 adultes et 36 enfants. Ils sont inhumés dans le nouveau cimetière. Bon, là, tu vas dire 36 enfants, c'est beaucoup. Tu as probablement raison. Écoute, la mortalité infantile frappe encore largement à cette époque-là. On est dans un monde sans vaccins, sans antibiotiques, puis sans vaccins qui préviennent certaines maladies, là, comme la rougeole, les affaires de même, qui tuent beaucoup. Les naissances sont encore très difficiles à cette époque-là. Les mamans sont maganées, les bébés sont maganés aussi parfois. Alors, la mortalité infantile est encore forte. Et elle va s'améliorer en cours du 20e siècle, là, mais on est dans une période là, où les enfants meurent beaucoup en bas âge encore. 7. Ludger Bastien, mieux connu sous le nom de Boulevard. Tu le connais? Merci, Thomas. Alors, Ludger Bastien et sa famille sont les donateurs des terrains de la fabrique. Ça, on indique ça dans l'article de l'Action catholique. Mais moi, je le sais, grâce au registre foncier, parce que j'ai lu l'acte d'achat par la fabrique du terrain 1157 ici, que ce n'est pas Ludger Bastien qui a donné les terrains. Ailleurs, plus tard, j'ai lu que finalement, Ludger Bastien, il n'a pas donné les terrains, mais il a payé 3/4 du prix d'achat par la fabrique des terrains. C'est une manière de donner le terrain, tu vas dire, tu as bien raison, mais il n'a pas tout à fait donné le terrain. Hein. Il a payé quelqu'un qui le vendait, puis c'est lui qui a payé, Ludger Bastien.
Donc, Ludger Bastien, qui a siégé à l'Assemblée législative du Québec, qui est devenue l'Assemblée nationale aujourd'hui, et qui était également un chef là, à Wendake. Et un entrepreneur important aussi dans le secteur. Puis aussi, Ludger Bastien, bon, je vais digresser sur lui un brin parce qu'il est super important pour la région. C'est pas pour rien qu'on le connaît sous le nom de boulevard. Là. On a donné son nom à cette artère, le boulevard Bastien, parce qu'il est très important. Notamment, en fait, il a fait un grand procès contre la ville de Québec qui avait installé un tuyau d'eau en 1854 pour prendre l'eau au château d'eau et l'amener à Québec. Tu sais, c'est où le château d'eau, là? Bon, l'eau descend par gravité jusqu'à la ville de Québec, c'est merveilleux, ça améliore la salubrité publique, ça prévient les incendies, tout ça. Et on va grossir le tuyau, en installer un deuxième de 40 pouces de diamètre en 1913, qui va prendre encore plus d'eau pour aller alimenter la ville de Québec. Sauf que lui, Ludger Bastien, il y avait des tanneries le long de la rivière Saint-Charles, en bas de la prise d'eau de la ville de Québec. Par conséquent, lui, il y avait moins d'eau pour faire fonctionner ses industries. Ainsi, il a poursuivi la ville de Québec et il a gagné son procès contre la ville de Québec jusqu'à Londres. Pourquoi Londres? Parce qu'à l'époque, le Canada était encore, jusqu'avant 1931, une colonie britannique et le plus haut tribunal était le Conseil privé de Londres. Alors, c'est à Londres qu'il a gagné son procès contre la ville de Québec et à partir de ce moment-là, la ville de Québec a acheté toutes les rives de la rivière Saint-Charles pour être certain qu'il n'y ait plus jamais d'industrie qui s'y installe et utilise l'eau et poursuive la ville de Québec si jamais la ville voulait grossir son tuyau encore. Alors, Ludger Bastien, un personnage important dans le secteur, à Wendake, jusqu'à Charlesbourg à peu près, à cause de boulevard, mais aussi comme industriel dans le secteur et comme prêteur ou donateur, j'oserais dire, pour l'achat du terrain de l'Église où on se trouve. Alors ça, c'était la publication là, dans le journal L'Action catholique. Ça, vous pouvez, si vous voulez, là, Saint-Émile, vous pouvez chercher ça pianoter ça. Vous pouvez pianoter ça dans Google, là, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, journaux anciens, tu tapes Saint-Émile, puis à un moment donné, là, avec un petit peu d'aide, peut-être, tu vas trouver cette publication merveilleuse-là, où on a quelques photos avec des personnages et tout ça. Un numéro spécial sur Saint-Émile, c'est super, tu iras consulter ça. C'est facile à faire. Pardon? Mais là, je suis obligé de revenir encore, je vais tout rater. Ah, c'est ça, j'ai tout raté. Encore, j'ai fait la même erreur. Alors, les personnages, là, en fait, je ne suis pas capable de tout lire là, comme il faut parce que faudrait que je le regarde là, plus proche puis je mette mes lunettes si je suis proche. Là. De loin, je ne vois pas parce que c'est trop petit, puis de proche, je ne vois pas parce que c'est flou. C'est loin. Bon, pose-moi pas des questions de même, je vais être mal pris. Alors, je ne sais plus c'est qui. Il doit avoir l'évêque, le premier curé, quelque chose de même là, sur les photos. Là. Je pourrais répondre à cette question-là plus tard, peut-être, mais comme ça, présentement, je ne peux pas. Mais tu sais, il y a des photos, le presbytère, là, etc. Là, en bas, là, à gauche, là, on ne voit pas très bien, mais c'est une vieille photo prise à partir du bas de la côte vers le haut. On voit l'église en haut à gauche, là. Puis le chemin est tortueux, c'est un petit chemin d'à peu près 18 pieds de large, là, à peu près. Là. Le boulevard Lapierre qui monte, là, si on veut, là, c'est tout petit. Là. C'est vraiment beau à voir. Là. C'est la campagne lointaine là, à ce moment-là. Donc, c'est la suite de la publication donc, dans le journal. Puis c'est drôle parce qu'ici, on publicise le chauffage de l'Église là, chez PT Légaré Limité à droite, là, où on offre confort et santé. Bien sûr, là. On se publicise, le chauffage est publicisé. Gracieuseté de PT Légaré. Voilà. Confort et santé. Ah, c'est ça, je trouve ça très drôle. Alors, encore une fois, là, je l'ai remis 2 fois, l'Église en construction en 1926. Puis là, s'il vous plaît, aidez-moi. Là, moi, là, ce soir, vu que je t'avais avec moi Saint-Émile,
puis que il y a un grand mystère là, qui plane sur Saint-Émile. J'ai besoin de toi ici ce soir, là, puis je me suis permis, en fait, en allant plus loin que le centième de la paroisse, de te questionner sur cette expression ô combien nébuleuse de choyen. D'accord? Choyen. Je vais t'expliquer avec quelques publications et après je te donne la parole pour que tu puisses infirmer, confirmer, affirmer des affaires par rapport à cette expression-là. Mais dès que tu as vu mon mot choyen, j'ai senti un brouhaha dans la salle. Je sais que je touche à une corde sensible. Bon, la première fois que j'ai trouvé l'utilisation de l'expression choyen, c'est dans un document qui a été produit par un notaire de Wendake qui s'appelait Paul Picard, le 11 février 1873, dans sa minute 88, et alors qu'il donne une procuration à quelqu'un qui s'appelle Édouard Verrette de la part des gens de Choyen. Les gens de Choyen. Hein? C'était qui ça, les gens de Choyen? C'était les gens de Saint-Émile. Avant que ça s'appelle Saint-Émile, tu comprends que ça ne s'appelait pas Saint-Émile dans ce temps-là. Hein? Ça s'appelait comment? Là? Ça, c'est une bonne question, là, parce que nous autres, on vit dans des territoires, on a de la misère à nommer le territoire où on vit là, à différents moments dans l'histoire. Donc, les gens de Choyen, c'était Laurent Saint-Romain et les autres rangs que j'ai nommés tout à l'heure, tu sais, qu'on identifiait comme ça. Bon, première fois que je l'ai trouvé. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilisait pas antérieurement à cette date-là. Donc, 11 février 1873. Il y a 152 ans, rien de moins, dans quelques jours. Prochaine. Oh, ben, en fait, si là, tu n'es pas capable de lire ça, je sais bien, là, c'est un extrait du document qui a été écrit par Paul Picard. Là. Je te l'avais recopié là, dans la diapositive antérieure, bien sûr. Paul Picard, il est facile à lire, ça va bien, là, lui, c'est correct. En 1883, j'ai trouvé qu'on utilisait l'expression « choyen » ou bien « canon » pour parler des gens du secteur ici, là, à la Nouvelle-Lorette. Choyen, encore une fois, ou bien canon. Si tu as quelque chose à dire à propos de ça, tu me le diras. J'ai besoin de savoir. Bien. Prochaine. J'arrive à mes sources. Avant d'arriver à mes sources, je veux t'écouter sur l'expression « choyen ». Il y a en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une connotation, je pense, péjorative à cette expression-là. Aidez-moi si je me trompe. Je pense qu'il y a des gens qui se sont fait appeler choyens en référence au fait qu'ils habitaient à Saint-Émile, puis ce n'était pas nécessairement positif. Choyens dans l'histoire, entre autres, les gens qui ne participaient pas au mouvement patriote. Hein, les patriotes, ça vous dit quelque chose? 1837-38, ceux qui étaient j'allais dire des collaborateurs, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, ceux qui étaient proches du gouvernement anglais et qui ne voulaient pas participer à la rébellion, avaient parfois une étiquette péjorative et on les affublait de l'expression « choyens ». Donc, ils étaient des contre-révolutionnaires, si on veut, là. D'accord? Des loyalistes, on pourrait dire ça, c'est comme ça qu'on a appelé ces gens-là qui étaient contre la Révolution américaine, là, les loyalistes qui sont venus s'établir ici. Donc, choyen a un peu ce sens-là dans l'histoire, mais ça ne veut pas dire que c'est le sens qu'on donne à cette expression-là pour les gens qui ont vécu dans le secteur de ce qui est Saint-Émile aujourd'hui et qui se sont fait appeler gens de Choyen depuis au moins 1873. Alors, je veux vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on sait collectivement sur cette étiquette de Choyen?
Madame, allez-y. Oui, oui, c'est vous. Moi, mon père a déjà parlé qu'il y a bien longtemps, bien avant Saint-Émile, il y avait un fort indien, probablement qui venait d'une région, qui s'appelait Shawinigan, quelque chose comme ça. Shawinigan? Bon, ça viendrait, Shawinigan viendrait comme une modification de ça avec les années. Ça viendrait de là. OK. Donc, votre père, vous avez entendu votre père raconter ça, que l'expression qu'on donne aux gens de Saint-Émile ou qu'on donnait aux gens de Saint-Émile viendrait d'un... Fort, puis ça aurait été dans quelque part, là, je pense dans le bout de la rue Saint-Romain, quelque part par là, puis avec le temps, ben, ça a été modifié. Qu'il y aurait donc un fort dans le bout de la rue Saint-Romain en bas, Il me semble que c'était dans ce coin-là, en tout cas, dans le bas. qui aurait été appelé Schwegen ou quelque chose comme ça. Shawinigan, c'est ça? Puis Shawinigan, ce serait une déformation, si on veut, avec le temps, de ça. De ça. Intéressant. C'est ça que vous vouliez dire aussi, M. Paquette? C'est la même histoire. Vous avez la même histoire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre histoire à propos de l'expression choyen? Ah, je pense que vous voulez nous parler, M. Barbeau. Oh, attendez, j'approche de vous, M. Barbeau. Je vais mettre le micro devant le... Approche, Mario, je vais te parler. Oui, attendez un peu, je vais vous mettre le micro. La foule va vous entendre, M. Barbeau. Je suis content que vous soyez là. Mario, le mot choyen vient du fait que durant les premières centaines d'années de ville de Québec, là, les rois qui étaient à Québec, des grands gars qui avaient beaucoup d'argent, là, quand arrivaient des moments difficiles, il arrivait des batailles, ils prenaient tout leur personnel puis ils l'envoyaient au nord. Ça veut dire qu'ils l'envoyaient à un côte à Saint-Émile. Ça devenait des gens qui étaient choyés par le roi, mais qui sont devenus des choyens. Wow, merci beaucoup, M. Barbeau. La foule vous a entendu. Merci d'être là. Oui, applaudissez-le. Oui. Alors, vous avez bien compris, je vais résumer, là. M. Barbeau, là, Roger Barbeau nous mentionne que les gens, là, fuyaient vers le nord, là. Ils étaient choyés de quitter pour se protéger vers le nord. Et c'est devenu une déformation de l'expression choyant à ce moment-là. Hey, merci beaucoup, M. Barbeau, pour cette expression-là. On retient ça dans notre sac à essayer de tout comprendre. François Daigle. Deux choses. Oui. À propos de Shawinigan et l'histoire du fort, l'expression vient de... Il me semble qu'il y a un endroit qui s'appelle Shawinigan, ça se peut-tu, dans le coin des États-Unis? Possible. C'était des Français qui avaient été chargés, je pense, d'attaquer Fort... OK, là, on va vérifier par après, là, mais ça ressemble à ça. Oui. Ils avaient été chargés d'attaquer Fort Shawinigan, puis à quelque part dans le processus, finalement, ils ont décidé de joindre les forces britanniques. Donc, comme tu dis, comme un peu des traîtres au mouvement. Mais ça fait très longtemps. À l'époque de la guerre de 7 ans, probablement. Là. Probablement. Donc, d'où le terme Shawinigan qui est un peu péjoratif. Quelqu'un un Français, mais qui est fidèle à la couronne britannique. Je comprends. Fait que je ne sais pas si l'idée du fort... Ouais, l'idée du fort peut-être découle de ça. Là, l'histoire orale, à un moment donné, là, c'est comme jouer au téléphone, là, entendre une histoire puis la répéter, mais l'imaginer sur des générations, là, l'expression, le sens peut se modifier. À nouveau, François? Ceci étant dit, il ne faut pas oublier le recensement de 1831. En 1831, qui est 6 ans avant la rébellion des Patriotes, les gens de Saint-Émile sont nommés les gens de Choyen. C'est vrai. Avant la rébellion, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était-tu péjoratif? C'est un peu ça. Peut-être. Donc, on remonterait là, en 1831. Les territoires britanniques font des recensements à chaque première année de décennie, donc 31, 41, 51, etc. C'est encore ça qu'on fait, là, le dernier recensement en 2021. Bon, je suis bon dans les vieilles dates, les nouvelles, là, je ne suis pas bon là-dedans. Là. Moi, je vis dans le passé, là, je vous rappelle. Donc, François Daigle, là, ici, là, nous mentionne que dans le recensement de 1831, lorsqu'on divise le territoire et qu'il est recensé par les censeurs, donc les gens
énumère les gens. Ben, le secteur aujourd'hui connu sous le nom de Saint-Émile, ben, ces gens-là sont nommés comme étant dans le secteur choyen, comme vivant dans le secteur choyen. Donc, 1831, ça, c'est 6 ans avant la rébellion, mais on est déjà dans un climat là, assez pénible, là, de relations très rudes entre le gouvernement colonial britannique et la population canadienne-française à l'époque. Là. Puis, je veux rajouter, Vas-y. en 17, puis je ne sais pas si c'est une facette que tu voulais discuter aujourd'hui, là, mais 1831, la majorité du monde à Choyen, c'est des journaliers, c'est pas Des cultivateurs. cultivateurs, ce qui est particulier dans ce temps-là. Oui. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là en tant que journalier? C'est peut-être un peu loin pour s'occuper du chemin de fer Qui n'étaient pas là. là. Donc, est-ce qu'il y a une histoire avec la fabrication des mocassins qui est, tu sais, chez la famille Cloutier, c'est très fort, ça, à Saint-Émile? Oui. Y a-t-il quelque chose là? Je ne le sais pas. En même temps, si tu fabriquais des mocassins, des fois, tu pouvais fabriquer ça pour la couronne britannique, pour l'armée, en tout cas, peu importe. Là. Oui. Fait que ça, c'est une question, tu sais. Alors, c'est une question sans réponse. Si notre collaborateur François Daigle, qui dit que les gens de Choyan en 1831 étaient des journaliers et très peu d'entre eux étaient des cultivateurs. C'est certain, on va s'entendre que cultiver la terre ici à Saint-Émile, c'est plus difficile parce que la terre, on est plus haut dans la côte, là, puis ça commence à être plus rocheux, puis tout ça. Là. Mais ceci étant dit, c'était des journaliers beaucoup, puis on s'entend en 1831 qu'il n'y avait pas un chantier naval à côté où les gens pouvaient aller travailler ou une industrie à côté de Saint-Émile pour aller travailler là, comme journalier, là, on s'entend. Fait que c'est quand même curieux là, cette observation-là pour l'emploi des gens de Choyan en 1831. Sinon, oui, allez-y, M. Bédard. Mario, quand est-ce que est apparu le nom de Saint-Émile? Ben, c'est au moment de la création de la paroisse. Là, on appelait ça Saint-Émile martyr, d'ailleurs. Là, des fois, on voit, là, pour distinguer probablement d'avec les autres Saint-Émile sur le territoire du Québec, on appelait le territoire ici Saint-Émile martyr. Fait qu'un peu comme Saint-Ambroise, là, probablement qu'il y a un lien avec la journée de... là, je ne pourrais pas le dire, là, je suis coincé un peu, mais probablement avec la journée, on décide de choisir un saint patron, puis on est quelle journée dans le calendrier? Peut-être c'est la journée de Saint-Émile, là, je ne pourrais pas dire, mais c'est une hypothèse que je répondrai. C'est d'autres choses, madame, allez-y. Ah, j'aime ça. La madame, elle nous dit ici, là, merci. C'est en l'honneur du premier curé Émile Bédard qu'on a nommé la paroisse Saint-Émile. Ça fonctionne. Oui, c'est ça. Saint-Romain, c'était un intendant des religieuses. Romain. Oui. Puis il mettait Saint devant. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Saint-Romain. Oui, comme Miséricorde, là, c'était la mère de la Miséricorde. C'était son nom de religieuse, là, le rang de la Miséricorde. Alors, mère de Saint-Ignace aussi, là, c'est des noms des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Fait que Émile, ben là, c'est ça, mais on a fait de Émile Saint-Émile, puis c'est devenu le patron de la paroisse par le fait même, parce que le premier curé s'appelait Émile. Alors, c'est c'est ça. Voilà, on a la réponse. Le bébé baptisé à l'église s'est appelé Émile aussi. Pour vrai? Oui, moi j'ai fait la recherche lors du 75e. Oui, vous étiez là dans le 75e. Oui. Puis le premier Ah oui. bébé s'appelait Émile. Donc, la dame ici, elle nous dit que le premier bébé baptisé dans la nouvelle paroisse de Saint-Émile s'appelait Émile. C'est Émile Cloutier. Oui. Vous vous souvenez pas que c'était Cloutier? Allez-y, madame, derrière. Le premier sacristain s'appelait Émile aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est qu'à la gang, on sait tout. Là. Il s'agit de se parler une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Bravo, bravo. Hey, merci, madame, pour le premier bébé baptisé Émile. C'est le prénom le plus connu à Saint-Émile? Je sais pas. Il y a peut-être bien Romain et Ignace aussi, là, mais allez-y. Oui, donc le nom de la paroisse est généralement choisi par l'évêque. Alors, à l'époque, là, probablement qu'il y a eu une influence du curé Bédard, là, en tout cas, pour choisir le nom de la paroisse. Voilà. Alors, sinon, là, moi, juste pour conclure,
sur Choyen, parce que c'est une histoire légendaire, là, mythique et forte, là, je pense. Là. J'aimerais ça savoir, là, pour vous, là, puis c'est une question que je vous pose, je n'ai pas la réponse, est-ce que cette étiquette-là était une étiquette négative? Oui, c'était perçu comme étant une étiquette négative. Pardon? Comme on dit, mettons quelqu'un, un colon, un choyen, c'est la même chose. OK, donc pour les gens ici, là, ça pouvait avoir généralement l'étiquette péjorative, là. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, M. Terrien, ça peut dépendre de l'âge qu'on a ici. Alors, ici, on a des gens qui nous disent non, ce n'est pas péjoratif. Il semble, je dis il semble, plus jeune un peu. Et je fais très attention, là. Ils semblent plus jeunes un peu et ils disent non, ce n'était pas péjoratif pour notre génération, c'était plutôt un sentiment de fierté. Wow, j'aime ça. Et d'appartenance, bien sûr. On a une autre main ici, madame. Une carpe. Oui. Oui. Ils n'aimaient pas ça, les gens. Wow! Alors, merci pour cet ajout-là. La dame, elle indique que chaque territoire avait son surnom, qu'apparemment les gens du lac, c'était les gens que l'on appelait les carpes, et que c'était péjoratif de les appeler comme ça. Quand il y avait une chicane, on les appelait carpes, puis ils nous appelaient choyens, puis ça finissait mal, là, au rack ébécique à 4 heures. Alors, donc oui, alors, Francine Trudel derrière. On dit aussi, semble-t-il, les oignons de Beauport. Alors, les échalotes de Gifford. Et ça y est, c'est parti, mesdames, messieurs. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'adore ça. Pardon? Les jarrets noirs de Notre-Dame-des-Laurentides. Votre mère, elle n'aimait pas ça. On utilise ça aussi pour la Beauce, les jarrets noirs, là. Wow, c'est beau. Monsieur, allez-y. Moi, j'ai été école en 65 à Charlebourg. La première année, ils nous appelaient les carpons. Nous autres, ça nous choquait. Les carpons. Les choyens. Les choyens. Saint-Jean prenait les carpons parce qu'ils disaient qu'ils pêchaient de la carpe. Oui. Nous autres, ça nous choquait quand ils disaient les choyens parce qu'on pensait, c'est parce que quand on ne savait pas l'histoire, Non. on pensait parce qu'on parlait la merde, ça. Oui, oui. J'ai été école Saint-Joseph à Barreville, ça a été encore la même affaire. Là aussi, vous appelez choyens. Là, on choquait d'autres de ça, il y a quelqu'un pour se battre. Hey. Mais tu sais, c'est fou, là. C'est fou parce que quand le notaire Picard il écrit ça en 1873, là, je pense pas que ce soit négatif. Je pense qu'il y a quelque chose, là, il y a anguille sous roche, là, pour faire des blagues de carpe, là. Il y a anguille sous roche avec cette expression-là, là, quand même. Certainement. Oui. Les deux histoires ne sont pas incompatibles. Non. Parce que si un phare s'est appelé Choyen, ça vient dans quelque part. Fait que quand on a entendu l'histoire comme quoi que dans le fond c'était les gens choyés, Choyés. c'est peut-être pour ça que le phare s'est appelé de même. Puis qu'après, quand il y a eu la tentative de révolution, ben que cela c'est peut-être devenu négatif. Puis c'est peut-être de là que vient le mélange des deux. Là. Exact. Alors, André Bourassa nous dit que les deux histoires là, sont complémentaires, probablement, puis qu'au bilan, ben, tout le monde a raison, là, a probablement raison dans cette histoire-là. Mais chose certaine, c'est une expression, ben là, je corrige ma présentation, là, qui existe au moins depuis le recensement de 1831, donc ça fait 200 ans, là, finalement, que l'expression existe minimalement, là, au plus vieux qu'on a trouvé comme source, là. Alors, ceci dit, ben, on peut l'utiliser comme fierté, puis je pense qu'au bilan, là, on est des choyens fiers ce soir, là. On est des enfants. Moi, je pense
Oui, oui. Ben oui. Fait que le gars de Charlebourg, lui, son père ou sa mère, il avait dit hey, du monde de Saint-Émile à l'école, c'est des choyants que c'est ça, ce monde-là. Par contre, dans le Nord, c'était plus pauvre, parce que nous, on ne fait pas d'école. En septième année, je suis allé à l'extérieur. Oui, oui, c'est ça. Exact, exact. Monsieur Barbeau, étiez-vous en train de vouloir nous dire quelque chose? Alors, là, simplement dire qu'on est choyant et on est fiers de l'être. Oui, bravo, oui. On est choyants et on est fiers de l'être, M. Barbeau. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors, écoutez, il y a 1000 autres affaires à faire sur Saint-Émile. Je tiens à vous expliquer, avant de vous présenter mes sources puis de conclure, un projet que nous avons à la Société d'histoire justement pour venir bonifier notre connaissance du secteur. Tantôt, j'ai évoqué en fait le cadastre foncier là, qui a été créé en 1873. On a pris une genre de photo de la réalité foncière à ce moment-là. Une photo, c'est vite dit, là, c'est une image. Là. On a fait un plan de toutes les terres, puis on a numéroté toutes les terres avec la forme qu'elles avaient à ce moment-là. Donc, il y a 1521 lots, merci beaucoup Hugo, dans l'ensemble du cadastre de la paroisse, ce qui inclut Val-Bélair, Loretteville, Neuchâtel, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles. C'est un immense territoire qui correspond à peu près à l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles aujourd'hui, c'est ça que je vous disais tantôt. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est se faire sortir, en fait, nous, on est capable de le faire, là, les index aux immeubles de chacun de ces 1521 lots-là. Puis, ben, les prochains qu'on veut faire, c'est ceux de Saint-Émile. Donc, on en a quelques-uns, là, mais tu sais, quelques-uns, c'est peut-être quelques dizaines au plus dans le secteur de Saint-Émile, puis il y en a quelques centaines, je vais dire ça comme ça. Puis, ce qu'on veut faire avec ça, les index aux immeubles, c'est depuis 1873 en quelle année la rénovation du cadastre? 1994 ou à peu près? Là, M. Savard, aidez-moi, où êtes-vous? C'est ça, 1994? 96, merci beaucoup. Bien, chaque transaction, vente, achat, héritage, donation, hypothèque, etc., qu'il y a eu sur un lot, bien, on en fait la liste dans l'index aux immeubles. Alors, nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est faire sortir tous les index qui ne nous donnent pas grand-chose comme contenu, mais qui nous donnent des noms de personnes. Joe Blow a vendu à Bob, puis ça a coûté 5 000, puis c'est une vente. OK? Nous, Hugo, ici présent, Hugo Chouinard, a construit un outil informatique dans lequel on va rentrer toutes ces données-là et qui va nous permettre par la suite de chercher par nom de personne, par acte, par année, etc., et qui va nous permettre, comme outil à la Société d'histoire, de pouvoir, par exemple, chercher Eugène Cloutier. Moi, là, Eugène Cloutier, c'est mon arrière-grand-père. C'est fictif, c'est pas vrai. Moi, Eugène Cloutier, c'est mon arrière-grand-père, puis j'ai déjà entendu dire dans ma famille qu'il y avait une maison quelque part à Saint-Émile, mais je ne sais pas où. Puis moi, là, je veux chercher ça, puis je veux le trouver parce que ça m'intéresse, moi, faire de la généalogie, mon histoire familiale, puis tout ça. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas le trouver au hasard. Bien, tu peux, là, mais ça va être long de chercher au hasard en disant, bien, c'est à peu près là, c'est à peu près là, c'est à peu près là. Mais avec l'outil, ça va être facile de le faire parce qu'on va avoir l'ensemble de ces données-là, puis on va pouvoir le trouver en 2 clics. Puis il y a une affaire que je ne t'ai pas dite, c'est qu'à chaque fois que tu vas consulter un document dans le registre foncier, ça coûte une pièce. OK? Tu te dis, une pièce, c'est pas trop cher, là. Mais tu peux perdre un 40 pièces facile en quelques minutes. Fie-toi sur moi, ça m'est arrivé souvent. Je te donne un exemple. À un moment donné, mon père m'avait dit, quand on était jeune, on habitait à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Je dis, ah ouais? Je dis, grand-papa Noël, il était-tu propriétaire de la terre? Il dit oui. Et je dis, c'était où? Ah, ben là. Il dit, on marchait à peu près 1 000 pour aller à l'école, puis on traversait un ruisseau, puis notre voisin, c'était un tétreau. Là, tu parles de 1957. J'ai dit, je vais le trouver. Mais ça m'a coûté genre 25$.
Parce que là, j'ai estimé avec Google Maps la distance de on marchait 1 000 avec les visions de mon père qui avait 14 ans, puis qui m'a dit ça 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, mettons. Puis là, j'ai cherché à tâtons comme ça là, sur les lots, là, puis ça m'a coûté une certaine somme. Là, puis c'est le fun de trouver quand tu cherches comme ça, mais ça te coûte de l'argent, puis c'est pas efficace. Mais avec notre projet, on va être capable d'être ultra efficace pour trouver vraiment là, tous les terrains que possédait Eugène Cloutier, c'est un exemple, ou n'importe quel propriétaire dans le secteur, ou combien de terrains ont été financés par des prêts qui ont été faits par l'UG Bastien. Alors, tout ça là, va être trouvable dans le secteur. Hugo, tu veux compléter? Puis on cherche des bénévoles aussi. Ça va exister juste dans la Haute-Saint-Charles, parce qu'on est innovant, parce qu'on a des idées, parce qu'on construit des outils, puis on est vraiment hot. Vraiment. Oui, c'est ça. Alors, si vous devenez membre, on va vous donner accès à cette base de données-là, mais je tiens ce soir à remercier le conseiller Steve Verrette, qui est ici présent, qui est un fier choyen, je l'ai vu lever la main tantôt, qui fait partie de l'équipe Fierté choyenne, et qui nous a permis de réaliser en partie ce travail-là, ce projet-là, grâce à un don d'argent là, qui va nous permettre de pouvoir réaliser ce projet-là, qui va se réaliser là, dans l'année. Là, et les suivantes, là, on ne sait pas trop combien de temps ça peut prendre, là, mais je tiens à le remercier. Puis je tiens aussi à vous répéter, là, Hugo l'a dit, que on a besoin de bénévoles. Si ça vous tente de faire ça, vous faites ça de chez vous, c'est du bénévolat à la maison, à distance. Hein? C'est le fun à faire. Michel, tu fais ça aussi un peu. Alors, si ça vous tente, là, vous pouvez contacter Hugo là, qui va vous dire comment procéder pour faire ça. Puis, plus on est de bénévoles, plus la connaissance du territoire va se développer. Comme je vous ai dit au début, Saint-Émile est notre parent pauvre pour la connaissance qu'on en a à la Société d'histoire. Puis ça va nous permettre, là, sur à peu près 125 ans, là, au moins connaître là, les enjeux d'achat, vente, héritage, testament, donation qui vont se dérouler là, sur le territoire, notamment de Saint-Émile, mais ultimement dans l'ensemble de la Haute-Saint-Charles. On en a déjà à peu près combien des lots? À peu près 400, je pense? J'en ai acheté quelques-uns depuis? On doit être à peu près à 500, plus ou moins, sur 1521. Donc, on est au tiers à peu près, là. Puis, c'est ça, là. Fait que... Et là, je rappelle, là, au-delà de ce projet-là, qu'on a besoin de vous autres, on a besoin de vos histoires, on a besoin que vous nous écriviez. Vous avez notre adresse courriel sur la petite feuille qu'on vous a distribuée à l'entrée. Puis, toute information peut être utile à conserver pour les générations futures. Parce que nous autres aussi, à un moment donné, on va déménager en arrière. Fait que pour les générations futures, on a besoin de toutes vos histoires, là. C'est bien important. Michel Turcotte. En curiosité, je ne suis pas de la place. La rue de la Pierre, c'est pour qui? Le curé Lapierre. Albert Lapierre, ça là, je le savais. En arrière de l'église, il y a une plaque avec tous les noms des curés. C'est vrai? On va aller la voir en sortant. C'est les chevaliers de colon qui avaient donné ça comme cadeau à la paroisse au 75e. Donc, au 75e, dans le comité dans lequel vous étiez, les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile avaient donné une plaque avec le nom de tous les curés qui se trouvent à l'arrière de l'église. Là. On va la voir en sortant. Alors, mes sources pour ce soir. Le Registre foncier du Québec, je t'en ai parlé. BANQ, ça c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On a des archives magnifiques au Québec. On est désiré pour notre modèle par plein de monde sur la planète. Là, on a un modèle d'archives exceptionnel. Donc, il y a une section qui s'appelle Journaux anciens du Québec. Tout est trouvable là-dedans par mots-clés. C'est le fun, par date. Tu peux investir du temps là-dedans, vraiment là, exceptionnellement. Il y a une photo personnelle de moi-même là, des ruines du Moulin des Mers. Il y a la collection personnelle de Louise Villeneuve, que je remercie encore, ainsi que Bertrand Paquette, son conjoint. Merci beaucoup à vous deux. Les recherches de Bernard Poirier, qui m'a alimenté un peu pour construire ça. Merci Bernard.
On a également le site Internet de la Ville de Québec là, pour la prochaine diapositive. Et le greffe du notaire Paul Picard, là, qui est entièrement disponible aussi dans BANQ. Vous pouvez lire ça. Là. C'est le genre d'affaires que je fais. Là. Ma blonde a dit, qu'est-ce que tu fais à soir? Elle a dit, tu fais des morts? Ouais, je fais des morts, c'est ça. C'est ça. Oui, Hugo veut compléter? Oui, bien la photo, je ne l'avais pas ajoutée. Ah, je ne l'ai pas ajoutée. Tu as parlé de la photo personnelle de Gilles Beaulieu. Merci beaucoup, M. Beaulieu. De sa famille qui skie autour du moulin des Mers, près des ruines du Moulin des Mers. Alors, voilà. Et ma dernière diapositive. On a des merci à faire. Donc, merci Steve Verrette, encore une fois. Merci à la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, dont j'ai mis le logo. La paroisse s'est regroupée aujourd'hui. C'est fou comment on revient à des affaires qu'on a défaites puis qu'on refait. Là. Alors, la grande paroisse Saint-Ambroise inclut là, les secteurs de Val-Bélair, de Saint-Émile, de Saint-Antoine-de-Neuchâtel, la paroisse de Loretteville. Donc, tous les gens là, qui travaillent, là, les prêtres, habitent au presbytère à Loretteville. Le bureau administratif est à Saint-André-de-Neuchâtel, etc., etc. Alors, c'est beau ce qui s'est fait là, dans la volonté de survivre là, en regroupant toutes ces institutions-là. La première paroisse détachée de Charlevoix, oui, Saint-Ambroise, bien sûr. Alors, on remercie aussi là, Mon Enfant Roi, là, qui est un commerce sur la rue Racine, là, ainsi que le site loretteville.ca, qui sont nos commanditaires habituels au Mercredi de l'Histoire. Alors, puis, on vous donne rendez-vous dans un mois. C'est facile à retenir, là, parce qu'il y a juste 28 jours cette année en février. Donc, dans 4 semaines, le 5 mars prochain, cette fois-ci au 264 de la rue Racine à Loretteville, où on va faire un autre Mercredi de l'Histoire. Et là, c'est drôle, mais je ne sais pas de quoi je vais parler dans un mois. Je ne m'en souviens pas par cœur. Oui, je sais. C'est sur le registre des prisons de la Ville de Québec. Tu serais curieux de voir qu'il y a des gens qu'on retrouve là-bas, qu'on connaît, plus ou moins. Alors, qu'on peut connaître ou qu'on préfère oublier parfois. Alors, la Haute-Saint-Charles s'est retrouvée en ville dans le registre des prisons de Québec, qui est une archive de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et qui est un outil de recherche pour toutes les personnes qui cherchent leur ancêtre, puis des fois, ils le trouvent dans des places où ils ne pensaient pas le trouver. Alors, dans un mois, je te parle de ça. Sinon, écoutez, on vous remercie de votre présence, Saint-Émile. On était un peu plus de 80 personnes à soir. C'est parmi nos plus grosses réunions. Là, avant la pandémie, on tournait autour de 90 au local. Mais ce soir, là, en sortant comme ça, là, on est un peu plus de 80. Puis on vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Fier, choyant, je suis fier de vous. Ah, il y a une question.